nostalgique d'un passé révolu. En effet, un fantomatique comité laïque de coordination, sans domicile fixe, comme on dit, et comme en témoigne sa lettre du 27 décembre 2017 au gouverneur de la ville de Kinshasa, s'est invité sur la scène politique pour faire la récupération d'une mobilisation lancée par des extrémistes de l'opposition qui promettaient à qui voulait les entendre l'apocalypse au 31 décembre 2017, au moment où les Congolais se préparaient aux festivités de la Saint-Sylvestre, qui ont toujours été un moment de convivialité familiale et sociale dans nos traditions. Face à la maturité du peuple congolais et à la vigilance de nos forces de sécurité, la manœuvre s'est terminée, comme vous le savez, en eau de boudin, non sans quelques incidents ici et là, sur lesquels la police nationale s'est assez clairement expliquée hier dans le style sobre qui est le sien. Au regard du bilan de ces événements que nous avons tous vécus et sur lesquels la police s'est suffisamment expliquée, je l'ai dit, le gouvernement tient d'abord à féliciter les forces de police et de sécurité qui, sur l'ensemble du territoire national, ont respecté le mot d'ordre de rigueur, de fermeté et de conformité au droit international humanitaire dans la gestion de ces événements. Le gouvernement note également avec satisfaction la responsabilité du peuple congolais, le sens de responsabilité du peuple congolais, qui a perdu cette crédulité sur laquelle les agitateurs comptaient pour déstabiliser notre pays au mieux d'intérêts qui ne sont pas les nôtres. Car que nous dit à ce sujet le rapport de la police? Que sur la cinquantaine de diocèses catholiques que compte la République démocratique du Congo, seuls 2 diocèses, Kinshasa et Kamina, dans la province du Haut-Lomami, ont répondu aux appels à la provocation de désordre lancés par des membres du clergé extrémiste dissimulés derrière le fameux comité laïque de coordination. Dans les détails, dans l'archidiocèse de Kinshasa, une dizaine seulement de paroisses sur 132. Et dans le diocèse de Kamina, une seule paroisse sur plusieurs dizaines. En ce qui concerne le bilan humain, toujours selon la police nationale congolaise, 5 cas de décès par mort violente sont rapportés à la date du 31 décembre à Kinshasa et Kananga, respectivement. Mais ces cas n'ont aucun lien de causalité avec les marches anarchiques projetées par le fameux comité laïque de coordination et auxquelles les autorités locales s'étaient opposées pour des raisons très valables. Certes, il y a eu, toujours dans le bilan humain, 88 fauteurs de troubles appréhendés, dont 77 à Kinshasa et 11 à Kamina dans le Haut-Lomami. Cependant, ils ont été tous élargis au moment où nous parlons, après interrogatoire dans divers postes de police. Ainsi donc, mesdames, messieurs de la presse, les rêves du grand soir, les rêves d'hécatombe, caressés par des initiateurs de ces désordres programmés, se sont écroulés comme un château de cartes. Et je voudrais, au nom du gouvernement, réitérer l'appel à témoins lancé par la police nationale à quiconque détiendrait d'autres informations relativement au bilan de ces événements, de les mettre à la disposition des enquêteurs.
C'est en tout cas ce que nous attendions des autorités des diocèses de Kinshasa et de Kamina. Mais curieusement, c'est une déclaration politique d'une rare violence qui a été faite par le cardinal archevêque de Kinshasa hier à ce sujet. On trouve un peu de tout dans cette déclaration de l'autorité diocésaine de Kinshasa, sauf des faits infirmant le rapport présenté par la police nationale. Le paradoxe qui traverse de part en part le communiqué de l'archevêque de Kinshasa suscite plus d'inquiétude qu'il ne clarifie la position d'une frange du clergé qui semble avoir délibérément choisi de se ranger derrière quelques politiciens obstinés dans leur rêve de prendre le pouvoir politique par d'autres voies que celles des urnes, réfutant ainsi les règles communes du jeu politique accepté par notre peuple. La terrible confession sans doute involontaire de son éminence, Monseigneur le cardinal, qui dénonce lui-même, je le cite, l'instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes, fin de citation, est symptomatique de cette espèce d'autoprojection caractéristique de ce communiqué au vitriol, doublé d'insultes et autres mots inutilement excessifs dans le discours d'une personnalité de son rang et de son niveau. En effet, en même temps que l'archevêque de Kinshasa réclame avec raison, je le cite encore, un Congo des valeurs et non des antivaleurs, tout en demandant aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue, fin de citation, lui que l'on a connu autrement plus pondéré se fait subitement l'apôtre des insultes et autres noms d'oiseaux dont il gratifie certains de ses compatriotes, en l'espèce les dirigeants démocratiquement élus de ce pays, qu'il se permet de traiter de menteurs, d'incapables, de fossoyeurs de liberté, et j'en passe, sans oublier nos forces de l'ordre, grâce au sacrifice desquels pourtant il peut accomplir, lui, paisiblement, son ministère, qualifié de prétendus vaillants hommes en uniforme. Une insulte que nos forces de sécurité et de défense ne méritent pas, loin s'en faut. Mesdames, Messieurs de la presse, alors qu'en Pasteur, le cardinal invoque une paix durable pour la République démocratique du Congo, par une attitude de mépris et de rejet, il incite en même temps les Congolais à la haine et à la confrontation, en les opposant les uns aux autres, par un discours belliqueux, aux accents de combattants, puisqu'il endosse volontiers le statut de croisé, avec le vocabulaire des révolutionnaires, des prétends arabes. Que les médiocres dégagent, a-t-il dit, expression de l'intention larvée de livrer ainsi quelques dirigeants à la vindicte populaire. Ce n'est certainement pas la meilleure manière de pacifier les esprits dans ce pays. Toute cette violence verbale, gratuite, susceptible d'alimenter le climat de peur, d'énervement et d'incertitude qu'il déplore lui-même à bon escient, est la résultante d'une incitation à la désobéissance civile, à l'interdiction expresse motivée de ces marches non coordonnées par les autorités municipales qui les ont jugées inopportunes, puisque, entre autres, la raison justificative des dites manifestations, à savoir l'exigence de l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre, était sans objet, dans la mesure où l'application du dit accord est en pleine phase de maturité, sauf pour les pêcheurs en eau trouble. Dès lors, comment justifier que l'accord du 31 décembre
2016, qui a clairement balisé le chemin pour des élections apaisées et dont le calendrier est aujourd'hui connu de tous, en plus de l'actualisation du fichier électoral et de la mise en place d'un gouvernement d'union, sans oublier la désignation d'un comité de suivi du dit accord, puisse encore servir de prétexte pour troubler l'ordre public. Et c'est l'occasion, mesdames, messieurs, de rappeler par ailleurs que l'état de droit auquel se réfère le prélat catholique dans son communiqué favorise certes les droits et les libertés, mais n'exonère point les uns et les autres de leurs responsabilités. Et j'en prends à témoin le concordat ici que nous avons signé, nous, gouvernement de la République démocratique du Congo, et le Saint-Siège, le gouvernement représenté par M. Raymond Tshibanda Ntunga Mulongo et le Saint-Siège par Monseigneur Paul Richard Gallagher, en date du 20 mai 2016 au Vatican et qui vient d'être ratifié par M. le Président de la République après un vote conforme de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mesdames, Messieurs de la presse, l'archevêque de Kinshasa aurait été mieux inspiré de reconnaître, contrairement à son affirmation, que le malaise sociopolitique que traverse notre pays n'a pas pour origine une prétendue inapplication de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais plutôt, encore une fois, cette obstination politique systématique de certains derrière lesquels il semble avoir choisi de s'aligner pour des raisons mieux connues de lui-même et dont nous savons qu'ils sont téléguidés par des groupes d'intérêts sans amour du peuple congolais et en quête permanente d'alibi pour discréditer et renverser les institutions étatiques congolaises dans le but de ramasser, pour ainsi dire, le pouvoir par tous les moyens, de préférence des moyens non démocratiques. Et c'est injuste de la part du cardinal de méconnaître le professionnalisme de nos forces de l'ordre, qui n'ont causé aucune perte en vies humaines parmi la poignée des fidèles qui ont essayé de manifester violemment avec des insignes religieux à Kinshasa ou des insignes d'un parti politique radicalisé à Kamina. Quant aux terroristes et pillards qui ont, à leur manière, tenté d'instrumentaliser le flou que voulait créer le comité laïque de coordination le 31 décembre, c'est grâce à la bravoure de nos vaillants hommes en uniforme qu'ils n'ont pas pu s'aimer plus de désolation en ce jour fatidique du 31 décembre 2017. Leur sort mérité n'est pas à plaindre, comme l'est celui du policier Mafoufou Athanase, abattu au cours de l'attaque du commissariat dans la commune de Massina par une cellule de terroristes Kamwina Sapo, ce jour-là, et sur le sort duquel son éminence le cardinal garde un silence assourdissant. Il est regrettable que le cardinal soit descendu dans les caniveaux en traitant ses adversaires politiques, puisqu'il veut faire de la politique, de dirigeants médiocres. De lui, on aurait attendu des épithètes plus policées. Mesdames, Messieurs, au sujet de cette accusation grossière de médiocrité, je tiens à vous dire que le gouvernement réaffirme qu'il n'a pas à rougir du bilan de ces 2 dernières législatures, qui est globalement satisfaisant, sauf si l'archidiocèse de Kinshasa peut citer un seul domaine dans lequel le pays a régressé au cours de ces dernières 15 années, même si ce n'est pas encore la panacée. En ce qui concerne la doctrine du dégagisme, les médiocres doivent dégager, a-t-il dit,
auquel il paraît si attaché, le gouvernement rappelle que les pays arabes dans lesquels il a été expérimenté ne se portent pas mieux pour autant. Il n'y a qu'à voir l'état actuel de la Libye, si près de nous, qui a perdu jusqu'à son existence, et à juxtaposer son exemple à celui de l'Égypte, qui y a renoncé après l'avoir tenté et est en pleine renaissance depuis lors, pour s'en convaincre. Donc il ne suffit pas de faire dégager des gens pour développer un pays. L'échec de la coalition de toutes les forces de l'opposition radicale au grand complet au cours de la mobilisation pour des marches anarchistes projetées le 31 décembre 2017 permet au gouvernement de prendre au sérieux la force tranquille de la majorité silencieuse des Congolais qui a refusé de souscrire au schéma insurrectionnel. Le gouvernement ose espérer que l'Église catholique, avec laquelle il vient de signer cet accord cadre dont je vous ai rappelé, qui porte sur des matières d'intérêt commun, aura la force de rompre avec sa philosophie d'antan qui avait fait d'elle un auxiliaire zélé à la colonisation belge dans notre pays, en contribuant à l'élimination physique et à la justification des persécutions de tous ceux qui ont servi de repère identitaire à notre peuple, comme Dona Kimpavita, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba et d'autres. On ne le dira jamais assez, aujourd'hui, le peuple congolais a plus besoin de pompiers que de pyromanes. Si nous voulons la paix, si nous voulons la consolidation des acquis démocratiques et de l'état de droit, la meilleure manière d'y arriver est de pacifier les esprits en refusant d'attiser les violences, en refusant d'ajouter de l'huile sur un feu qui couvre. Tous les discours devraient converger vers cet objectif. Convier les uns et les autres à se préparer pour les échéances électorales, du reste déjà prévues au courant de cette année 2018, pour laquelle je vous réitère mes vœux les meilleurs au nom du gouvernement. Bonne année à chacun et à tous, plein succès dans vos projets individuels et collectifs. Je vous remercie. Première question. Congo Web. Élisée Oudia, Congo Web et site sur 7.cd. Je reviens sur ce que vous venez de dire concernant les manifestations publiques, qui pour vous, le 31, la manifestation du 31 était inopportune. Alors la question est de savoir qui peut juger de l'opportunité ou de l'inopportunité d'une marche ou d'une manifestation. Est-ce la population ou le gouvernement ou l'autorité urbaine, quand on sait qu'également qu'en RDC, même quand les étudiants revendiquent leurs droits, ils sont quand même réprimés. Une autre question, c'est par rapport à la marche proprement dite. Le paradoxe, vous avez relevé un paradoxe concernant le communiqué de son éminence, le cardinal, mais un autre paradoxe relevé par certains, c'est le déploiement militaire constaté lors de la manifestation, alors que l'autorité urbaine, qui en fait un prolongement du gouvernement, avait affirmé qu'il ne disposait pas assez de moyens pour sécuriser cette marche, mais finalement on verra qu'il y avait un dispositif quand même assez impressionnant par rapport surtout aux policiers qu'on a vus même à l'intérieur de certaines églises selon certains propos qui nous ont été rapportés. Et à la fin, je dis au milieu de cette tension avec laquelle on commence cette année qui se veut électorale, avec une CENI qui peine à inspirer confiance dans le chef de certains politiques, dans les chefs de d'une certaine classe, d'une certaine société civile, est-ce que nous n'avons pas là tous les ingrédients réunis
pour que ces élections qui se veulent au fait apaisées ne le soient justement pas, au cas où on réussirait justement à organiser les élections. Sur la question de l'inopportunité ou de l'opportunité d'une manifestation, la loi est claire. D'abord, le principe, c'est une garantie constitutionnelle de la liberté de manifester que le gouvernement a répété. Je pense au cours de sa réunion du 30 décembre. C'est une garantie constitutionnelle, le droit de manifester, mais sous réserve de la loi. Et le législateur prévoit que aucune manifestation sur les lieux publics ne peut se dérouler sans coordination avec l'autorité municipale du lieu. Et je pense que vous comprenez très bien les raisons pour lesquelles il faut coordonner, parce que ceux qui organisent une manifestation ne sont pas les seuls citoyens du pays. Il en est d'autres citoyens qui ne font pas partie de cette manifestation et qui ont tout aussi le droit d'occuper l'espace public que les manifestants entendent occuper pour exprimer leur point de vue. Alors, les autorités municipales ont reçu mission, de par la loi, de coordonner cette coexistence. S'il faut vous expliquer la ratio legis de ce pouvoir qui est donné à l'autorité municipale de coordonner l'organisation des manifestations, c'est le fait qu'il est important que ceux qui manifestent voient leurs droits respectés et que ceux qui ne manifestent pas voient tout autant leurs droits respectés. Il en est ainsi dans tous les États démocratiques. Nous n'allons pas inventer la roue. Je ne connais pas de manifestation qui puisse mettre dans la rue tous les 80 millions de Congolais ou tous les 14 millions de Quinois. Il y a peut-être 10 000, il y a peut-être 5 000 qui veulent manifester, et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on organise la coexistence, la rencontre entre les droits des uns et des autres? Il n'y a que l'autorité municipale qui a ce pouvoir-là. C'est de là que vient le pouvoir d'apprécier l'opportunité ou l'inopportunité. Et donc il ne suffit pas de dire « je veux manifester » pour pouvoir manifester. Il faut dire « je veux manifester », il faut en informer l'autorité, il faut coordonner avec elle parce qu'elle, elle a le droit de garantir votre droit de manifester et de garantir le droit de ceux qui ne manifestent pas, à ne pas être malmenés par vous, parce que nous connaissons aussi des habitudes ici. Lorsque je manifeste, personne n'a le droit de faire autre chose s'il n'est pas avec moi. Je déchire sa chemise. On a vu des fillettes violées ici parce qu'elles allaient à l'école alors que d'autres avaient appelé à des villes mortes. Qui protège ces gens-là? Il n'y a que l'autorité municipale. Donc voilà la ratio legis, la raison d'être de cette disposition qui reconnaît à l'autorité locale le pouvoir de coordonner toute occupation de l'espace public. C'est un principe élémentaire dans toutes les sociétés démocratiques. Quant à votre deuxième question concernant le paradoxe que constituerait le déploiement des forces, je ne sais pas si vous auriez voulu que l'autorité municipale, sachant que le comité laïque de coordination avait annoncé son intention de passer outre l'interdiction d'occuper l'espace public pour des raisons que nous estimons valables, devait ne pas prendre des mesures de précaution pour éviter que des débordements ne surviennent comme ils auraient pu survenir. Et s'il n'y avait pas eu ce déploiement, êtes-vous certain qu'en dehors du pauvre agent de police Mafoufou, nous n'aurions pas eu d'autres victimes au marché de la liberté? Êtes-vous certaine qu'en dehors du pauvre policier Mafoufou, nous n'aurions pas eu d'autres victimes autour de la maison communale de Massina? Non. On aurait eu beaucoup plus de victimes parce que ces gens étaient armés. Heureusement que, par devoir de précaution, l'autorité chargée de la sécurité dans la ville de Kinshasa avait déployé des éléments de la police. Et vous savez que les deux
qui ont été tués, dont l'un a été identifié et l'autre reste encore à identifier, ont été surpris en train de piller dans un établissement dans le quartier Mutoto. Qu'est-ce que ça a à voir avec la manifestation? Vous avez toujours, probablement, des malfrats qui essaient de profiter de ces occasions. Kinshasa est une ville de 14 millions d'habitants et une autorité qui ne déploierait pas des policiers dans des circonstances comme celle-là serait passible de sanctions administratives ou du moins même des sanctions pénales si elle ne prenait pas des précautions pour éviter que les choses ne puissent rester sous contrôle. Là, les choses se sont restreintes simplement à une rixe entre ces deux loupards qui pillaient la chambre froide et les vigiles de la chambre froide. Mais s'il n'y avait pas eu des forces déployées ailleurs, mais ils auraient tiré sur des gens qui passaient avec leur voiture pour leur arracher des clés de contact et partir avec leur voiture, ils auraient fait n'importe quoi. Donc, vous ne pouvez pas reprocher à une autorité publique de faire preuve de devoir de précaution, parce que gouverner, c'est aussi prévoir. Donc, ce n'est pas paradoxal, c'est conforme à la responsabilité publique de toute autorité dans une ville, parce qu'il faut maintenir la sécurité de tous et de chacun. Vous estimez enfin que la CENI n'inspire pas confiance, mais à qui devrait-elle inspirer confiance? Lorsque vous parlez de la CENI, j'espère que vous parlez bien de la Commission électorale nationale indépendante. La Commission n'est pas au service d'un groupe particulier. La Commission n'est pas au service de la majorité. La Commission n'est pas au service de l'opposition. La Commission n'est pas au service de la société civile, comme vous dites. La Commission, c'est un organe technique chargé d'organiser les élections. Et nous avons, au niveau de la législation, neutralisé la Commission de par sa composition même. Vous y trouvez des éléments de la majorité, vous y trouvez des éléments de l'opposition et vous y trouvez des éléments de la société civile. Ils prennent leurs dispositions conformément aux besoins du scrutin, de l'organisation du scrutin. Alors, si un membre de la société civile n'est pas content de la manière dont les choses se déroulent dans la commission, mais la société civile est représentée au sein de la commission, qui est-ce qui préside la commission? Ce n'est pas un membre de l'opposition, à ma connaissance. Et ce n'est pas un membre de la majorité. C'est un membre de la société civile. C'est pourquoi on l'a mis là. C'est pour donner le point de vue de cette catégorie politique qui existe dans notre pays. Donc cela a été réglé de la sorte par le législateur et il n'est pas question que vous ameniez la commission à soumettre ces décisions à l'imprimature de je ne sais qui, dans la majorité, dans l'opposition ou dans la société civile avant de pouvoir organiser son travail. Elle est indépendante, autant que les juges. Est-ce que vous avez vu, vous, madame, une décision de justice qui plaise à tout le monde? Si je suis condamné, la décision ne me satisfera pas naturellement, puisque elle me pénalise, elle m'envoie en prison, elle m'oblige de payer une amende. Je ne serai pas content. Mais est-ce que pour autant on va obliger le juge de me soumettre sa décision pour que je l'approuve? Non. Il va prendre sa décision en fonction de son intime conviction, en fonction de la loi, et je devrai la subir, point barre. Donc prenez les choses comme cela, c'est ce que le législateur a voulu. Il y a des pays où il n'y a même pas de commission composite, où c'est le ministère de l'Intérieur, à côté de nous ici, qui organise les élections, mais elles sont bien organisées. Nous sommes très avancés à cet égard du point de vue démocratique. Et si des gens ne veulent pas qu'il y ait des élections apaisées, ce n'est pas les décisions de la commission électorale qui y sont pour quelque chose, c'est la mentalité, c'est la culture politique dévoyée qui fait que si je n'ai pas gagné, c'est de mauvaises élections. Si j'ai gagné, c'est de bonnes élections. Alors là, je ne pense pas que nous pourrions parler de démocratie. Même un chat n'y retrouverait pas ses petits. Voilà ce que je peux dire. Rachel Kitita, pour le compte d'actualité.cd, Monsieur le ministre, vous avez rendu hommage aux forces de l'ordre qui ont travaillé en professionnalisme, mais sur les images diffusées dans les médias,
On a vu également des policiers qui se livraient, disons, on va dire, à extorquer la population, à piller, à récupérer des sacs, à mettre la main dans les poches des femmes, des vieilles et des fidèles qui sont venus prier dimanche. Quel est l'avis du gouvernement là-dessus? Est-ce que les coupables, disons ces policiers coupables, seront sanctionnés? Quel est votre point de vue là-dessus? En outre, au cours du point de presse tenu le 1er janvier, pour faire l'évaluation de la journée du 31 décembre au rassemblement, Félix Tshisekedi a demandé à la communauté nationale et internationale de ne plus reconnaître Joseph Kabila comme président de la République, à la CPI d'ouvrir des enquêtes quant aux événements du 31 décembre. Est-ce que ça ne craint pas au niveau du gouvernement? Parce que j'ai vu des images, si vous n'en avez pas, on pourra vous le montrer peut-être à la fin de ce point de presse. L'ambassade congolaise au Sénégal attaquée par des Congolais, des compatriotes qui vivent au Sénégal. Est-ce que ça ne craint pas du fait que après ça sera s'attaquer au symbole de l'État? Finalement, quelles sont les mesures, les dispositions qui peuvent être prises pour que nous puissions passer cette année dans le calme et aller aux élections dans la paix? Merci. Bien, madame, vous évoquez le cas du mauvais comportement attribué à des éléments des forces de police, des forces de sécurité. Je voudrais vous renvoyer au dernier paragraphe du communiqué du porte-parole du commissaire général de la police que j'ai répété. Si quelqu'un dispose d'informations autres que celles qui sont données sur le déroulement, sur le bilan de ces événements, nous lui demandons de s'adresser aux enquêteurs de la police. Nous lui demandons de s'adresser à la justice pour les porter à la connaissance de la justice. Il ne s'agit pas de dire que la police a arraché, on a vu dans des images, si vous avez ces images-là, mais portez-les au parquet. Vous avez oublié qu'il existe dans ce pays une justice qui est là pour réprimer les infractions. Un policier qui arrache des biens d'un passant, même sous le couvert d'une opération de maintien ou de rétablissement de l'ordre public, cela a un nom, c'est un délit. Alors, dénoncer le délit, ce n'est pas une affaire que nous devons discuter, vous et moi. Ni vous, ni moi n'avons le pouvoir de gérer cette question. Il y a une structure qui existe, il y a une justice. Est-ce que vous avez dénoncé, vous qui avez l'information? Si je vous pose la question, est-ce que vous avez dénoncé cette infraction à laquelle vous dites avoir assisté? Ou bien vous répétez simplement ce qu'un opposant a dit? Mais si vous l'avez vu, à qui l'avez-vous dénoncé? Il n'y a plus de justice dans ce pays? Vous n'avez jamais vu des militaires poursuivis? Vous n'avez jamais vu des policiers poursuivis par l'auditorat pour des comportements délictueux dans ce pays? Je ne comprends pas cette question. Donc il est possible que des policiers aient des mauvais comportements, mais nous avons une justice qui y répond. C'est cela qui est important. On n'a pas dit qu'ils sont des saints, que ce sont des anges, qui ne font rien de mal, etc. Si en exécutant leur mission, ils se sont compromis, ils sont sortis des mots d'ordre qui ont été donnés par le gouvernement, rigueur dans le respect du droit international humanitaire, dénoncez-les. La police a lancé un appel à témoins. Et vous êtes là à me parler de ça. Mais est-ce que vous avez donné votre témoignage aux enquêteurs? Est-ce que vous avez donné votre témoignage au parquet militaire qui est chargé de réprimer ce type d'infraction? Je parle à des intellectuels, je ne parle pas à monsieur tout le monde. Vous êtes quand même des gens qui savaient que si un militaire commet une infraction, si un policier commet une infraction, il est passible de poursuites pénales devant la justice militaire. Donc, de quoi parlons-nous? Est-ce qu'on a supprimé la justice militaire pour ces cas-là? Pas du tout. Donc, vous enfoncez une porte qui est largement ouverte. Je vous invite donc à vous adresser à l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa pour lui signaler ces militaires-là que vous avez vus, vous, en train de piller des gens le 31 décembre. Merci. L'autre question concernait la position de M. Félix Tshisekedi qui ne reconnaîtrait plus le président Joseph Kabila. Bon, c'est de l'infantilisme.
D'abord, pour reconnaître quelqu'un, il faut être celui par qui son pouvoir est advenu. Est-ce que c'est Félix Tshisekedi qui a fait de Joseph Kabila le président de la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est lui qui a pris un décret pour dire « Moi, Félix Tshisekedi, je décide que Joseph Kabila est président de la République démocratique du Congo » À ce moment-là, oui, au moment où il dit « Moi, Félix Tshisekedi, je décide que Kabila n'est plus président », eh bien, Kabila ne sera plus président. Mais c'est le peuple congolais qui a élu Joseph Kabila, conformément à la Constitution de la République. Et la Constitution dit, à la fin de son mandat, le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation du président de la République élu. Et on n'a pas de président de la République élu, et un individu sort et dit « Moi, je dis que le président n'est plus président ». Donc c'est du pur infantilisme sur lequel je ne voudrais pas tellement épiloguer au risque de descendre dans les caniveaux. C'est un discours très bas, c'est un discours très peu intellectuel, c'est un discours qui fait peu de cas de la constitution de mon pays, et moi je ne discute pas des principes constitutionnels. S'il estime que constitutionnellement Kabila n'est plus président, le chemin est ouvert vers la Cour constitutionnelle. Il peut aller contester la qualité de président de Joseph Kabila. Ce n'est pas à lui à le décider comme individu ou comme leader d'un parti. Ce n'est pas les partis qui font le président. C'est le corps électoral qui décide de qui est président et de qui ne l'est pas. Et au fait, vous croyez vraiment que le président Joseph Kabila n'est plus président parce que Tshisekedi, Félix a dit qu'il n'est plus président? Vous croyez que je vous parle ici comme un individu? Pourquoi vous êtes assis là à m'écouter? Je suis ministre par la volonté de qui? De Joseph Kabila. Donc sa signature est toujours valable aujourd'hui. Et pourquoi vous vous faites remonter vos plaintes vers lui s'il n'est plus président? C'est vraiment un peu ridicule. C'est de l'enfantillage et donc nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur ça. Notre ambassade qui est attaquée au Sénégal, je pense que la République sœur du Sénégal doit prendre ses dispositions pour protéger notre mission diplomatique au Sénégal. Nous n'allons pas nous faire la guerre au Sénégal parce que les malfrats sont allés attaquer notre ambassade au Sénégal. Si vous osez ici aller attaquer une ambassade, soyez sûr que la police sera sur vous parce que nous garantissons la sécurité à ces gens lorsqu'ils sont chez nous. Et nous attendons que le gouvernement sénégalais sécurise nos bâtiments diplomatiques dans leur pays. C'est tout. C'est un acte tout à fait de violation de l'ordre public, de violation de la loi, qu'il revient au gouvernement sénégalais de réprimer. Donc ça, c'est des actes qui n'ont rien à voir avec ce que je pourrais appeler la légitimité ou la légalité d'un régime. Vous savez qu'il y a des ambassades de pays où on ne parle pas de problèmes de légitimité ou de légalité qui font l'objet d'attaques même terroristes. On a attaqué l'ambassade des États-Unis en Turquie. On a lancé une bombe dans à l'ambassade de France dans tel pays. Ça veut dire que le gouvernement français n'est plus légitime? C'est du banditisme, c'est du vandalisme. Il appartient aux autorités de ce pays de réprimer les vandales. Il appartient aux autorités de ce pays de réprimer ceux qui s'en prennent à des bâtiments diplomatiques. Voilà tout. Ça n'a rien à voir avec la légitimité. Vous avez beau attaquer toutes les ambassades, il n'en demeure pas moins que le président de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce que nous aurons élu un président et que nous l'aurons installé, s'appelle Joseph Kabila Kabange. Point barre. Ça, c'est la constitution de la RDC. Donc ça, le reste, c'est vraiment des choses qui sont sans conséquence, à mon avis. Rosil Martin Bouyambaraga TV. Vous venez de reconnaître, Monsieur le ministre, 5 cas de décès par mort violente. Selon certaines sources, il y a également des morts qui ne le sont pas parce qu'ils ont posé des actes de pillage. Voilà qui a amené l'opposition à pouvoir rendre hommage à ces victimes ce 8 janvier. Et que pensez-vous, bien sûr, de cette initiative? Je ne sais pas quoi répondre à une telle question.
l'opposition décide de rendre hommage à quelqu'un qui est mort, que vous ne nommez pas. Je ne sais pas de qui vous parlez. Il y a une disposition de la loi congolaise qui prévoit que c'est l'opposition qui décrète un deuil national. Donnez-la moi, parce que moi, je me perds un peu là. Quelle est la disposition de la législation congolaise qui dit que c'est l'opposition qui décrète les deuils nationaux en République démocratique du Congo? De quoi est-ce qu'on parle? Posez-moi des questions correctes, mon ami. Ça, c'est ridicule. Deuil national, et puis quoi encore? Oui, Frédéric Chioyo, RTVS 1, correspondant Africa News. Monsieur le ministre, le 30 décembre à 21h, nous remarquons qu'il n'y a plus de connexion Internet. Certains médias sont brouillés, fermés. D'ailleurs, la mienne n'est même pas encore. Qu'est-ce qui va cacher? Qu'est-ce que vous craignez en coupant l'Internet? C'était quoi la raison essentielle d'interdire aux gens, de former le vœu à leur famille en coupant le sur Internet? Qu'est-ce qui va cacher? Monsieur le ministre, qui assure le maintien de l'ordre public, puisque le 31, on a remarqué en tout cas une forte disproportionnée, notamment ce qu'on appelle Banamura, habillé en uniforme en tenue de la police. Banamura, ce n'est pas une milice. Excusez-moi, monsieur le ministre. Excusez-moi, monsieur le ministre. Bon. Au fait, on a vu une... Faites attention, parce que, s'il vous plaît, s'il y a des Banamura ici, vous ne les dénoncez pas, on va vous arrêter. Permettez, monsieur le ministre. Oui, oui. En tout cas, on a remarqué, en tout cas, une présence extraordinaire de l'armée, mais curieusement, si je peux me tromper, habillé en front de la police. À vous d'infirmer ou de confirmer. Et enfin, monsieur le ministre, je note quand même que vous avez quand même des points perdus vis-à-vis du cardinal. Est-ce que vous avez opté pour du coup sur coup vis-à-vis de l'Église, ou bien aujourd'hui c'est le désamour total entre le pouvoir et l'Église? Merci, monsieur le ministre. Et nous avons d'abord sur Internet, je voudrais vous dire que... Là, c'est le dernier intervenant. Donc, après l'intervention du ministre, on a clôturé. Merci. En ce qui concerne l'Internet, le ministre des PTT, Nouvelles Technologies de l'information et de la communication, a déjà eu à se prononcer là-dessus. Je pense que ça fait partie des mesures conservatoires que toute autorité responsable, comme le déploiement, justement, la question a été posée par une de vos consoeurs, le déploiement des troupes à certains points chauds de la ville, par mesure de précaution. Toute autorité gouvernementale, toute autorité municipale responsable peut prendre des mesures conservatoires par mesure de précaution dans l'intérêt de la sécurité publique. Et donc cela peut se faire. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ce n'est pas justifié? Il ne m'appartient pas de vous répondre parce qu'il ne m'appartient pas de juger des actions que pose un collègue membre du gouvernement. Je pourrais vous demander de lui poser la question parce que c'est lui qui est compétent en matière des réseaux sociaux. Donc, cela a été coupé, il a expliqué, moi j'ai entendu, j'étais en voiture parce que j'ai entendu les explications qu'il a données qui me paraissaient plausibles. Si les explications ne vous satisfont pas, posez-lui la question sur les raisons qui l'ont poussé à... On n'a pas dit couper, j'ai entendu dire qu'il a demandé qu'on puisse réduire la vitesse de transmission de données. C'est ce qui a été dit. Ne discutez pas avec moi puisque je ne suis pas le ministre de l'Internet. Puisqu'on m'insulte tout le temps dans les réseaux sociaux, même de Akati Internet, même de Akati Internet. Ce n'est pas moi le ministre de l'Internet. C'est le ministre des PTT et des Nouvelles Technologies. Et les raisons qu'il a données sont des raisons qui me paraissent à moi valables. Soyons honnêtes intellectuellement. Alors posez-lui la question. Est-ce qu'il a refusé de vous répondre? Posez-lui la question. Il a de bonnes raisons d'avoir coupé peut-être. Et vous jugerez, comme journaliste, si ces raisons tiennent la route ou si elles ne tiennent pas la route. C'est votre travail. Ça, c'est la première chose. La présence des forces militaires habillées en police nationale. Vous êtes très fort, cher ami. Vous connaissez tous les militaires. Nous avons une armée de 150 000 hommes. Et vous les connaissez tous. J'aimerais avoir votre mémoire. Quelle mémoire phénoménale. 150 000. Nous sommes la 10e armée en Afrique. 150 000 et monsieur les connaît tous. Un militaire qui est en civil, ah celui-là c'est un militaire. Un
militaire qui met les tenues de police, dit, ah oui, c'est un militaire. Non, je ne crois pas que vous connaissiez tous les militaires, c'est faux. Deuxièmement, le gouvernement peut déployer des militaires à côté de la police. Moi qui vais souvent en Europe, chaque fois que je débarque à l'aéroport d'Orly, chaque fois que je débarque à Zaventem, je vois des militaires et des policiers en train de patrouiller ensemble. Pour quelle raison est-ce que nous aurions peur de déployer des militaires si la police est débordée? Quelle est la loi qui nous empêche? Aucune. Alors pourquoi on déguiserait des militaires en policiers? Qui a interdit les militaires de venir à la rescousse des policiers? Il y a une loi qui interdit? Rien du tout. Rien du tout. Donc oubliez cette histoire-là, d'inventer des histoires. Les militaires peuvent être, et c'est même le gouverneur de province, ce n'est même pas le gouvernement central. Le gouverneur d'une de nos 26 provinces peut, lorsqu'il estime que la police qui est mise à sa disposition est débordée, recourir à l'armée pour venir à la rescousse de la police pour des raisons d'ordre public et de sécurité. C'est prévu dans la loi. Donc il n'y a là rien d'attentatoire à nos lois, à nos règlements, à rien du tout. Et on n'a pas besoin de déguiser des militaires en policiers, puisque même si les militaires se déployaient, il n'y a là rien qui aurait violé la loi dans ce pays, puisque seule la sécurité importe. Le législateur l'a prévu ainsi, et ce n'est pas vous ni moi qui faisons la loi, c'est à l'Assemblée nationale. Allez leur demander de changer et d'interdire aux militaires de venir à la rescousse des policiers. Sinon, jusqu'à présent, les militaires ont le droit de venir à la rescousse des policiers. Vous dites que nous avons décidé de répondre coup sur coup. Mais hier, le cardinal archevêque a traité certains de nos responsables de noms de petits oiseaux. Est-ce que vous m'avez entendu ici traiter le cardinal d'un seul nom de petit oiseau? Coup sur coup, c'est quoi? J'ai parlé de lui avec le plus grand respect. C'est une personne qui a un rang que je respecte beaucoup. C'est une personne qui est dotée d'une intelligence que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai le droit d'émettre des critiques sur les points de vue qu'il émet. Démocratie oblige. Nous sommes en démocratie. Mais ce qu'il a fait hier, ça n'était pas correct. C'est médiocre, ceci, prétendue force vaillante, etc. C'est des insultes. Et vous m'avez entendu l'insulter? Vous dites coup sur coup. Vous m'avez entendu répondre sur le même style? Pas du tout. Donc vous avez tout faux en prétendant que nous répondons coup sur coup. Moi, je suis allé au fond des choses. Je ne suis pas allé dans les caniveaux là pour insulter. Non, on n'est pas là pour insulter des gens. On est là pour faire réfléchir, pour faire jaillir la vérité, pour que nous nous disions ce qu'il faut pour que les choses puissent aller de l'avant. Et s'agissant de certains arguments qui ont été invoqués ici et que vous avez omis de poser comme question, puisque je vois que les services ont estimé qu'il faut couper court à cet entretien, j'ai ici l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, signé à la Cité du Vatican le 20 mai 2016. Et vous avez à l'article 6, paragraphe 3, une disposition qui dit ceci. Il a été ratifié dernièrement, après vote à l'Assemblée nationale et au Sénat, par le chef de l'État. Les lieux de culte ne peuvent être destinés à d'autres usages, de façon permanente ou temporaire, que pour des motifs graves, et avec l'accord explicite de l'autorité diocésaine dont ils dépendent. Paragraphe 4. Au cas où ces lieux de culte présenteraient des risques graves et avérés pour la sécurité des personnes et des biens, les autorités civiles prendront toutes mesures de protection nécessaires, puisqu'on vous fait croire que la police ne peut pas entrer dans une église. C'est l'accord cadre entre le Vatican et la RDC. Les autorités civiles prendront toutes mesures de protection nécessaire, à charge pour elles d'avertir le plus tôt possible les autorités ecclésiastiques, c'est-à-dire l'autorité, l'évêque du diocèse
et la personne directement responsable de l'usage cultuel de l'édifice en question. Est-ce que les autorités ont prévenu qu'il risquait d'y avoir du grabuge le 31 décembre dans les églises, oui ou non? Le 30 décembre, le gouvernement l'a dit. Avant le 30 décembre, le gouverneur de la ville l'a dit. Et on n'a pas écouté. Donc, cette condition a été remplie. Et donc, la police, si elle a pénétré dans certains lieux de culte, n'a pas violé l'accord cadre entre le Saint-Siège et le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et ce n'est pas l'archidiocèse de Kinshasa qui a signé cet accord, c'est le Vatican. OK?